Mon invité d'aujourd'hui est fascinant à suivre sur toutes les tribunes. Il nous offre une perspective sur le monde différente, nous, de notre Québec, sur le reste de la planète, du globe. Et son dernier livre le justifie encore une fois avec Mission de l'ombre aux éditions La Presse. Le journaliste et auteur qui est avec nous, c'est Fabrice de Pierrevaux. Bonjour. Bonjour. Évidemment, mettons en situation, ce livre Mission de l'ombre, on nous plonge dans les Forces armées canadiennes, sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la GRC. Donc, vous avez eu accès à des gens qui vous ont commenté un peu leurs différents allées et venues à travers le globe en tant qu'agent secret, ni plus ni moins, on peut le dire comme ça, service de secret. Donc, pourquoi ce sujet vous a intéressé particulièrement? Alors moi, ça fait des années que je travaille sur le sujet qu'on appelle globalement la sécurité nationale. Donc, j'ai couvert des gros dossiers de terrorisme, d'espionnage. Mais à chaque fois, on s'intéresse à l'événement une fois qu'il est passé, si c'est un procès de terroriste, si c'est une affaire d'espionnage qui a été mise à jour, mais rarement à ceux qui sont derrière ces affaires-là. Du côté de ceux qui traquent justement les espions étrangers, ceux qui traquent les terroristes, ceux qui mènent des missions de combat dans des opérations en Irak, en Afghanistan. C'était un peu ça que je voulais faire pour une fois, c'est-à-dire passer de l'autre côté et raconter un peu c'est quoi leur quotidien, comment ils en arrivent à ce métier-là, tout ce qui finalement n'est jamais trop raconté, parce que le but et l'essence même de leur métier, c'est de faire ça dans l'ombre, dans la discrétion. Puis ce que je dis un peu en introduction, c'est que quand on parle d'eux, souvent, c'est qu'ils ont fait une connerie, quoi. Hein, non, mais c'est vrai, il y a une bavure militaire, un individu qui a été le procès avorte parce que la preuve n'est pas suffisante, d'autres exemples comme ça, puis c'est normal qu'on en parle, c'est notre travail aussi de journaliste. Mais leurs victoires doivent être toujours savourées en secret. Si vous prenez par exemple les soldats des forces d'opération spéciales canadiens qui ont travaillé en Afghanistan, puis plus récemment en Irak, quand ils reçoivent des médailles, le programme à Ottawa, dans le programme, il n'y a jamais leur nom, évidemment, il n'y a jamais leur visage, pour des impératifs de sécurité évidents. Donc, si vous voulez, c'était un peu pour rendre hommage un peu à ce travail qui est fait jour et nuit, 24 heures sur 24, quoi. Comment on en vient à obtenir leur confiance, pour être capable de s'immiscer dans ce monde, justement, qui est de l'ombre, hein? C'est comme vous avez dit, je reprends vos mots aussi, puis le titre du livre, là. Comme je vous disais, ça fait des années que je travaille sur ce sujet-là, donc j'ai des contacts, j'ai des sources. Je connais un peu ces organisations-là. L'armée, je suis allé avec eux plusieurs fois, que ce soit en Afghanistan ou en Irak, donc j'avais déjà une connaissance de ce milieu. J'ai aussi travaillé avec des individus qui plongeaient dans le monde du contre-espionnage et du contre-terrorisme, donc il a fallu les convaincre. Et évidemment, eux, à la base, ces organisations-là sont toujours très réticentes au Canada. C'est une culture qui est différente de ce qu'on peut voir aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Israël, etc., où le travail de ces forces de l'ombre, ces agents de l'ombre est souvent valorisé. Il y en a beaucoup qui interviennent dans les médias, qui écrivent des livres. Ici, c'est pas trop dans la culture, parce qu'on a peur que ça dévoile ce qu'on me dit souvent. Oui, mais on va dévoiler des techniques d'enquête, on va dévoiler comment on fait. Et ça peut servir finalement aux méchants qui sont traqués par ces gens-là. Donc il a fallu les convaincre qu'il y avait toujours un juste milieu possible entre le secret viscéral et tout raconter. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre-là. C'est sûr que moi, j'en voulais toujours plus en tant que journaliste. Je trouvais que j'aurais aimé ça, avoir d'autres anecdotes. Mais il y a des moments, évidemment, le sceau du secret retombait sur mes questions, quoi. Et puis là, je fais peut-être un parallèle qui peut s'avérer boiteux, effectivement, là, mais on dit souvent au hockey, avec un joueur, une conversation, c'est off the record. Là, je vais prendre l'expression espagnole. Est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup de ce genre de conversation-là avec les agents que vous avez dû taire, ne pas mentionner, parce qu'évidemment, il y avait un souci peut-être de confidentialité ou même de sécurité nationale, en l'occurrence, là? Moi, je dis toujours, puis dans les conversations que j'ai eues avant ce projet-là, je dis toujours, vous êtes les mieux placés pour savoir ce que vous pouvez me dire ou pas me dire. Moi, je pose les questions, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. J'envoie pas un subpoena, je vous force pas à répondre. À raconter, Vous savez, vous, ce que vous pouvez me dire. À travers ça aussi, ce livre est aussi fait de rencontres, de discussions que j'ai fréquemment avec des gens de ce milieu-là ou des gens qui sont retraités de ce milieu-là. Et donc, je fais attention, évidemment, toujours de protéger mes sources. Il y a des choses que je veux savoir, mais pas forcément pour les dire, mais pour comprendre le contexte. Il y a un chapitre sur la COVID, ça, on l'effleure, on en parle un peu. Je lisais dans une autre entrevue que vous auriez aimé ne pas en parler, je pense, de ce segment-là. Et pourquoi, justement? Si vous pouvez nous dire ça.
Ouais. Écoutez, je pense qu'on en a tous ras-le-bol de la COVID. Et pendant que j'écrivais ce livre-là, je me suis dit, je pensais d'ailleurs à tous les livres qui allaient être écrits sur la COVID. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Et finalement, à un moment donné dans la conversation, je me suis dit, tiens, je pourrais faire un petit chapitre. Il est beaucoup plus court que les autres, mais il est intéressant parce qu'il montre aussi que ça a été aussi une histoire de service de renseignement, la COVID. Ça n'a pas été qu'une histoire de chercheurs, ça n'a pas été qu'une histoire de scientifiques, ça n'a pas été qu'une histoire de politiciens. Dès le départ, on s'est rendu compte qu'il y avait... Et puis le Canada, c'est une richesse aussi qu'on a scientifique. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent dans le domaine biomédical, biopharmaceutique. Et ils ont été la cible très vite d'États étrangers qui ont voulu, évidemment... C'était une course de vitesse, le vaccin, faut s'en souvenir. Qui mettrait la main le premier sur le vaccin, ça aurait été une victoire politique, une victoire commerciale. Donc le SCRS, le Service canadien de renseignement de sécurité, très vite a été obligé d'organiser des briefings avec tout ce monde-là, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, les chaires de recherche universitaires, etc., pour leur dire « Attention, vous allez être la cible d'attaques d'espions chinois, russes, etc., pour voler vos technologies. » Et il a fallu le faire parce que ça a été le cas. Très vite, on a vu à la fois il y a eu de l'espionnage électronique, de l'espionnage réel avec tentative de recrutement de sources à l'intérieur des laboratoires. Et puis on a vu aussi, par exemple, les Israéliens, les services de renseignement étaient très actifs. Ils allaient quasiment sur les tarmacs des aéroports pour détourner les cargaisons de masques au tout début, de respirateurs, etc. Ouais. Donc, je trouvais quand même que c'était intéressant à aborder, même si, comme tout le monde, j'en avais un peu ras-le-bol du sujet, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et puis, je sors un petit peu du contexte du livre, mais il nous reste environ 2 minutes avec vous, Fabrice de Pierrebourg, et je voulais parler un petit peu de l'invasion de la Russie en Ukraine. Vous y êtes allé en Ukraine. Vous avez été constater les choses sur le terrain. Que pouvez-vous nous dire actuellement sur le conflit? Je vous pose une question très vaste, mais c'est vous qui êtes l'expert. Que pouvez-vous nous dire, peut-être en lien avec les agents secrets américains, russes, concernant ce conflit actuellement? C'est sûr qu'il y a une bataille d'agents de renseignement, c'est clair. Puis les Russes sont très, très forts. Les Ukrainiens, dès le départ, d'ailleurs, ont craint la présence de ce qu'ils appelaient les saboteurs, qui sont des agents russes infiltrés en arrière des lignes, qui sont là pour faire du renseignement, marquer des objectifs et peut-être même, on l'a dit au début, assassiner le président Zelensky, le président ukrainien Zelensky. Mais à la base, les Ukrainiens aussi, on voit, ils sont en train de surpasser toutes les attentes. Ils sont en train vraiment, l'armée russe est en grosse difficulté. Moi, quand j'y étais, ils commençaient à retraiter de Kiev parce qu'ils affrontaient l'armée ukrainienne. Mais cette armée ukrainienne, elle peut aussi compter sur le renseignement étranger. C'est évident qu'elle a du renseignement de la part des Américains, de la part des Européens, à travers des images satellites, des drones de reconnaissance et tout. Et ça leur permet aussi de faire des gains sur le terrain. La guerre, c'est pas qu'une histoire d'armes et de bataille de testostérone, c'est aussi une bataille du renseignement. Ouais. Puis sur le web, on l'a vu récemment, il y a des plateformes en Russie qui ont été attaquées par Anonymous et autres. Oh, oui, donc ça se passe vraiment sur le web aussi. En tout cas, c'est fascinant, cette conversation. J'en aurais pris davantage. Merci. Vraiment. Alors, je réitère, aux éditions La Presse, votre livre « Mission de l'ombre » est disponible partout. Fabrice de Pierrebourg, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.